Quittant les États-Unis, je poursuis en direction du sud et entre au Mexique. Parcourant la Basse-Californie, je traverse le désert central qui me fascine. Tout au long de cette route qui mène à mon prochain but, je découvre toute la diversité que composent les différents États du Mexique. Les écosystèmes forestiers de ce pays sont lourdement malmenés. Avec l'agriculture et l'élevage qui nécessitent de plus en plus de terres, l'exploitation illégale ou non, et la production d'agrocarburants, c'est 1 million d'hectares de forêts qui disparaissent chaque année, plaçant le Mexique en 2e position derrière le Brésil. C'est plus au sud, dans l'état du Chiapas, que ma route une nouvelle fois fait étape. À cet endroit demeure l'une des dernières forêts tropicales d'Amérique du Nord, la jungle des Lacandons. Cette région, à une époque reculée, était la porte d'entrée d'un royaume où vivait une puissante civilisation, les Mayas. Palenque était une grande ville, une cité où vivait le roi Pacal. Mystérieusement, la population disparaît, laissant la place à la jungle qui efface pour des siècles ce monde. San Cristóbal de las Casas devient mon point de chute, où je compte en apprendre plus sur la région et le peuple lacandon. Marina Pages, je suis la coordinatrice du CIPAS, Service International pour la Paix, un projet qui a été créé en 1995 après le soulèvement armé zapatiste de 1994 et qui représente un effort international de différentes organisations qui sont intégrées dans une coalition, principalement des États-Unis, Amérique latine et Europe, pour chercher à donner une forme d'accompagnement et de soutien dans la recherche de solutions dialoguées et non violentes au conflit du Chiapas. 1910, révolution mexicaine, redistribution des terres. C'est quelque chose qui ne se donne pas au Chiapas, qui à ce moment-là est finalement beaucoup plus dans la résistance. Les grands propriétaires terriens réussissent à freiner la répartition des terres. Dans les années 70, pour éviter de toucher les intérêts des grands propriétaires terriens, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils promeuvent la colonisation de la forêt lacandone. Et donc ils envoient les populations indiennes dans des terrains qui pensaient ne présenter aucun intérêt économique et oh, oups, aujourd'hui on se rend compte que c'est justement là, bon, il y a la réserve de la biosphère de Montes Azules, mais aussi il y a une grande présence d'eau douce, potable, et de rivières qui peuvent permettre la création d'énergie hydroélectrique, et le Chiapas représente déjà 30% de la production hydroélectrique du Mexique. Donc, de manière potentielle, c'est une zone stratégique, présence d'uranium, présence de pétrole, et y compris, c'est encore plus compliqué, disons, pour la vision néolibérale, parce qu'il y a le choc de la vision indienne, qu'ils ont poussé dans ces zones, et la vision néolibérale gouvernementale, mais y compris pour la vision gouvernementale, il y a le choc entre la vision exploiter le bois, l'hydroélectricité, le pétrole, l'uranium, donc des stratégies beaucoup plus d'extraction ou avec un impact environnemental, disons, ou le maintenir, et maintenant, dans la discussion, accord de Tokyo, bon vert, etc., préserver cette zone sans la toucher, promouvoir des projets écotouristiques, donc il y a y compris, donc c'est véritablement des chocs de différentes visions dans la zone. Donc au niveau des sous-thèmes ou des conflits concrets, il y a toute une partie qui est liée aux terres récupérées. Donc les zapatistes en 1994 prennent position sur différents terrains. Et en fait, pendant les premières années où il y a un dialogue ouvert avec le gouvernement mexicain, il y a certains terrains, les zapatistes parviennent par le biais d'autres organisations civiles à obtenir les titres de propriété sur ces terres.
Et tous les autres terrains, en fait, c'est beaucoup plus une espèce d'axe de tension entre légalité et légitimité, et le gouvernement a énormément joué là-dessus depuis 95 et 96, en donnant par exemple les titres de propriété à d'autres organisations indiennes. Et ce dont je parlais dans la forêt Lacandon, ils se sont rendus compte relativement rapidement qu'il y avait les Indes et là, et donc en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont offert par le biais d'un décret une extension de terre absurde à l'ethnie Lacandon, qui est la plus réduite du Chiapas, pour pouvoir, en fait, c'est l'ethnie qu'ils peuvent contrôler le plus facilement, parce qu'en fait c'est la plus faible. Donc il y a un accord avec la population Lacandon pour que maintiennent un contrôle sur l'extension qui correspond à la réserve de la biosphère de Montesa Sule, et une autre partie encore de la forêt Lacandon. La jungle Lacandon s'étend sur plus de 2 millions d'hectares. Au cœur de cet environnement exceptionnel, 600 000 hectares de forêt ont été classés réserves de biosphère et confiés au peuple Lacandon. Les Lacandons, ou Washwinik en maya, est une ethnie de 600 individus, répartis principalement sur 2 villages, Nara et Lacandra. Originaire de la région de Petén au Guatemala et du Yucatan au Mexique, il se serait réfugié au cœur de cette jungle pour éviter tout contact avec les envahisseurs espagnols. Leur retraite était totale jusque dans les années 50, où un anthropologue décide de les rencontrer. Par le biais d'un homme, Chankin Fierro, ils se font connaître. Dernier chaman, détenteur de l'histoire de son peuple, il s'éteint en 96, emportant avec lui son savoir. C'est ici, dans le village de Nara, que vivait Chankin Fierro. Durant sa vie, il a tout fait pour maintenir la culture et l'histoire de son peuple. Aujourd'hui, 2 de ses femmes demeurent encore au village, entourées d'une nombreuse famille. Elle dit que quand elle s'est mariée avec Chankin Fierro, elle s'est installée là, près de la lagune. Parce qu'il y avait beaucoup de côtés. Le côté est un arbre, on utilise sa résine pour nos cérémonies. Elle allait souvent en montagne récolter les plantes médicinales pour les cérémonies. Avant, c'était difficile de vivre parce qu'il n'y avait pas d'argent et on ne pouvait pas acheter à manger. On cultivait principalement nos champs, les milpas. On avait du maïs, des petites tomates et on faisait pousser aussi des yuccas. Quand on était malade, on avait recours à une cérémonie. On allait chercher des plantes dans la montagne. Il n'y avait pas de docteur, on se soignait comme ça. Elle dit qu'elle allait seule chercher des plantes dans la montagne.
Avant, il n'y avait que la montagne, pas d'autres villages. Il n'y avait que Nara, ici, où vivait Chanquinviero, et la jungle. On ne voyait pas les gens des autres villages. En ce temps-là, on trouvait beaucoup d'animaux dans la jungle, comme des jaguars, des océlotes, des faisans, de tout. Elle dit qu'avant, il existait des histoires sur l'origine de notre peuple, et beaucoup de cérémonies étaient faites. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Seul Antonio la pratique encore. Il n'y a plus que lui maintenant. La plupart des gens ne s'y intéressent plus. Tout ça, c'est le changement. Il a appris la cérémonie par le plus vieux guérisseur qui lui a transmis son savoir. Lorsque les gens étaient malades, ils venaient se faire soigner. Après, ils n'avaient plus rien. Le premier bol est utilisé pour les dieux de la selva. L'autre est pour la personne qui vient le visiter. Ce sont les touristes maintenant, pour quelques pesos, qui viennent assister à cette cérémonie. Achakyum, c'est le dieu de la jungle, en maya, qui se trouve partout, tout autour de nous, dans les montagnes. Quand la boisson fermentée, le serbache, sera finie, il sera utilisé pendant une cérémonie pour faire venir ou non la pluie, pour que le maïs pousse, pour que lorsqu'on va à la milpa, on ne rencontre pas de serpents. C'est son travail. Il fait exactement ce que faisait Chanquinviero. Avant, ils officiaient ensemble. Maintenant, il n'y a que lui qui sait faire. Chanquin Obregón, il est de ma famille, c'est celle de ma grand-mère. Avant, on pouvait avoir plusieurs femmes. La plupart des hommes en avaient 4, voire plus, jusqu'à 9. Ma grand-mère m'a dit un jour que Chanquin Obregón était celui qui avait le plus de femmes. Chanquinviero, lui, il connaissait très bien notre histoire, celle d'avant. C'est lui qui a découvert la ruine. Il a découvert la ruine de Bonampak. Je ne me rappelle plus comment s'appelait la personne qui est venue d'un autre pays. C'était une archéologue, je crois.
Avant de mourir, Chankin leur a montré la ruine. Ils sont venus et ont commencé les fouilles. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Elle était de San Cristobal, je crois. Il y a un musée là-bas, le Nabalom, où ils ont montré tous les objets de valeur qu'ils ont trouvés. Aujourd'hui, nous sommes plus nombreux qu'avant. Quand j'étais jeune, il y avait moins de monde, parce qu'on n'avait pas de route, il n'y avait que la jungle. Les gens parcouraient la forêt à pied pour aller jusqu'à leurs 1000 pas. Maintenant qu'il y a une route, c'est plus pratique pour tout le monde et on peut se déplacer plus facilement. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont arrivés et veulent habiter la forêt que nous avons. Ils la détruisent pour l'agriculture et ont besoin plus de place après. C'est comme avec le chaté par exemple, la cola de pescado. Ils viennent d'ailleurs pour la récolter ici et la revendre. C'est une plante en forme de queue de poisson. On la hache et on la vend pour faire du papier. Cette plante, par exemple, est utilisée quand on a mal au ventre. On lui coupe les feuilles, on les fait sécher. Après, on les bout dans l'eau et on en boit. Quand on est malade, on va chercher des plantes en forêt. Mais on va avec quelqu'un qui s'y connaît. Au village, il reste 3 personnes qui savent encore. Ma grand-mère, celle qui faisait les tortillas, elle connaît. Elle a ce savoir. Il y a beaucoup de plantes dans la jungle pour se soigner. Par exemple, quand tu as mal aux dents, tu vas chercher une racine. Quand tu la râpes, elle devient comme une pâte rouge et tu la mets sur ta dent. Lorsqu'elle sèche, ça te calme. Il y a peu de gens qui savent encore récolter les plantes. Ceux qui sont vieux savent, parce qu'on leur a enseigné. Ma grand-mère, qui a 70 ans, elle sait. Elle connaît la vraie culture des Mayas Lacandon. Je vis à côté du pont sur la rivière Lacandra, dans la jungle Lacandon. Je vis avec ma grand-mère. Mon père a rencontré une autre femme. Ma mère s'est mise avec un autre homme. Tu sais quel âge j'avais quand elle est partie? J'avais 8 ans. C'est difficile de vivre sans sa mère, ni sans son père. C'est difficile de vivre. Ici, on ne coupe pas les arbres. On cultive ce que Dieu nous donne. Les anciens, les vieux comme ma grand-mère, essaient de nous enseigner, mais ils ne sont plus nombreux. Tu sais qui était le plus vieux de notre peuple? C'était Chankin Obregón. Quand il est mort, il avait 150 ans.
Avec la milpa, on récolte des haricots, des tomates, du maïs. On fait pousser des yuccas aussi. Il y a un champ de milpa pour chaque famille. Ce qu'on fait, c'est qu'on brûle une petite surface en forêt, seulement là où il n'y a que des petits arbres. Et on cultive le maïs. Quelques années après, on trouve un autre endroit pour que l'autre se repose. Il y en a un peu partout dans la montagne comme ça. C'est comme ça que l'on fait. Regarde, parfois je pars à la chasse ou à la pêche, j'attrape par exemple des faisans pour la famille, mais je n'y vais pas tous les jours. Par exemple, j'y vais une fois, après c'est un autre qui y va. Nous savons gérer la nature, nous en prenons soin. Tu vois, c'est comme si j'étais venu seul pour chasser. Mais pas tous les jours tirer et en attraper, non. On vient chasser et la semaine après c'est un autre. En général, on repart à la chasse quand on a fini de manger l'animal. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent chasser sur nos terres. Beaucoup de Tsetzal. Mais ils n'ont pas le droit de venir chasser. On doit tous faire attention si on veut continuer à trouver du gibier. Aujourd'hui, il n'y a presque plus d'animaux par ici. Les gens maintenant ne mangent plus que du bœuf. Après, ils se sentent malades. C'est pareil avec le poulet. Moi, j'aime la viande de la montagne, parce qu'elle est saine. Les animaux ne sont pas traités chimiquement, parce qu'ils mangent les baies de la forêt. Ici, on est dans une réserve. On ne peut pas couper d'arbres ou récolter la cola de pescado. On arrive à vivre grâce aux touristes qui viennent ici. Je peux faire le guide, mais pas à chaque fois. Par exemple, si un groupe vient une semaine, je fais le guide, et si un autre vient la semaine suivante, c'est quelqu'un d'autre, pour que ce soit équitable entre nous. Les touristes, ils viennent ici pour visiter la forêt, les grottes, la lagune, voir les crocodiles, entendre les cris des singes saragato. Quand je veux gagner un peu d'argent pour manger, je vais voir des amis qui ont des champs. Je les aide dans leur travail et ils me paient un peu. Pero nosotros tenemos que vigilar y cuidar. Ya si ellos entran, vámonos en su autoridad, hablamos con ellos. Su gente está cruzando nuestras tierras. Y ya su gente, ellos dicen, si tú les encuentras mi gente, me lo traes acá o ustedes lo encuentran. S'il y a des gens qui veulent s'installer, ils doivent venir nous voir et nous irons ensemble aux autorités. Notre territoire est inscrit sur des cartes. Nous avons tous les documents qui disent que nous sommes les propriétaires. Mais pour nous, c'est un bien commun, pour tout le peuple lacandon. Notre territoire, c'est la jungle lacandon. C'est un bien commun, et ce sont les chefs de famille qui en sont les leaders. Ce sont eux qui ont su préserver la jungle. Ils étaient une cinquantaine de personnes qui étaient les vrais chefs, ceux qui faisaient attention. Mais réellement, ce sont les enfants de ceux qui en ont pris soin qui deviennent les propriétaires. C'est inscrit sur les documents. Quand je mourrai, ce sont mes enfants et ma femme qui auront le droit.
Et Lacandon deviennent un peu les gardiens de ce sanctuaire qu'est devenu la réserve de biosphère de Monte Azules. Mais quel est le sort des nombreuses communautés qui vivent disséminées dans ce vaste espace forestier? La vision qui prévaut dans toute cette partie-là, pratiquement à la frontière déjà avec le Guatemala, l'idée d'un développement sans hommes. C'est-à-dire, ce n'est pas un développement en fonction ou en faveur des hommes ou de l'humanité, mais un développement sans hommes. Donc toute la stratégie dans la réserve de Monte Azules, ça a été éjecté finalement, desalojar, c'est toujours difficile pour moi, expulser, vider, expulser les populations indiennes qui, de manière traditionnelle, depuis une cinquantaine d'années dans certains cas, vivaient dans cette zone sous prétexte de l'impact environnemental qu'ont des communautés très réduites et avec une expérience en fait de la jungle. La réserve, il y a quelques projets écotouristiques, disons, en particulier dans la partie frontière de la jungle, mais dans l'ensemble, apparemment, la stratégie pour l'instant, c'est de maintenir vide, sans population. Donc ça, c'est... Et c'est très difficile à remettre en question parce qu'en fait, il y a une partie aussi de la communauté internationale, voire nationale, qui voit les images de Monte Azules, que c'est beau, et donc effectivement, il faut le préserver, qui ne pense pas du tout en fonction de la population, et donc toute cette problématique de terre et territoire est de toute façon sous-tendue par une problématique agraire qui ne s'est pas résolue depuis la colonisation, il faut bien dire ce qui est. Lorsque les jeunes quittent les communautés pour venir dans les villes, ils sont confrontés à bien d'autres maladies. Et malheureusement, ils ne s'intéressent plus aux plantes médicinales. Toute cette connaissance se perd, pas à grande échelle, mais petit à petit. Notre organisation essaie de les motiver pour que les jeunes s'intéressent à nouveau à tout ce savoir qui vient de leur communauté et de leur village. Les problèmes qu'ils rencontrent sont principalement liés à cet élan migratoire. Lorsqu'ils arrivent en ville, ils ne peuvent plus repartir. Et du coup, une fois coupés de leur communauté, tout se perd. Non seulement la connaissance des plantes, mais aussi la culture, la langue, la manière de se vêtir, tout, la façon de s'alimenter. On suppose que leur départ des communautés est motivé par le besoin de trouver des opportunités en ville. Mais c'est le contraire qui se produit. Il est clair que pour certains d'entre eux, tout se passe bien. Mais pas toujours. Dans la majorité des cas, ça se passe mal. Il y a beaucoup de chômage au Mexique. Et du coup, cette migration se rajoute aux sans-emploi existants. Dans la plupart des cas, cela engendre un état de dépression qui les conduit à l'alcoolisme, à la drogue ou à la prostitution, par exemple. C'est une manière de fuir le problème, parce que c'est frustrant pour une personne qui vient d'une communauté d'essayer de vivre ici, en ville, parce qu'elle doit tout recommencer à zéro. Ils n'ont plus rien. Pas de terre, pas de maison, rien. Pas d'argent. C'est beaucoup plus difficile pour eux.
Dans leur communauté, il y a l'artisanat qui leur garantit la nourriture, un toit et bien d'autres choses. Mais en ville, non. Ils n'ont rien, pas de terre et pas de travail. Voilà pourquoi ils prennent un mauvais chemin. Et avec une crise, de toute façon, pour les paysans mexicains qui s'est aggravée depuis 1994, de l'accord de libre-échange avec l'Amérique du Nord, donc en fait... de l'ALENA, oui, qui fait qu'il y a une perte aussi en fait des populations indiennes de cette capacité en fait à produire pour leur propre consommation. Donc ça aussi c'est une difficulté qui fait qu'en fait elles sont beaucoup plus faciles à soumettre. Donc tu arrives avec n'importe quel projet. Jusqu'à présent, une des principales soupapes restait l'immigration, et comme les États-Unis freinent de plus en plus cette immigration ou qu'il n'y a pas d'offre de travail aux États-Unis, véritablement elle est fait un petit peu cocotte minute et à nouveau ce n'est pas propre du Chiapas ni même du Mexique, c'est un problème pour toute l'Amérique latine. Il n'y a plus trop la possibilité de vendre ni maïs, c'est-à-dire les prix des produits de base que produisent les communautés sont tellement bas que finalement ça ne vaut pratiquement pas le coup de les vendre. Donc, À Nara comme à Lacandra, les constructions touristiques se multiplient. Avec la pureté de la jungle toute proche et les sites archéologiques mayas, le gouvernement et les promoteurs misent à grands frais sur un tourisme qui n'a rien d'équitable. Les habitants subissent, sans de réelle concertation, les infrastructures implantées, espérant un quelconque bénéfice. Je vends aux touristes les flèches que je fabrique. Je les vends 500 pesos. Ils aiment beaucoup les acheter, ils trouvent ça très joli. Les petites sont à 150, les grandes à 500. On me les achète pour offrir ou pour décorer. Si je les fais encore plus originales, je les vends plus cher. On les installe comme ça, et après on peut les accrocher à un mur ou les offrir.
Maintenant, les gringos, quand ils viennent, ils préfèrent habiter dans des maisons comme des hôtels plutôt que de vivre chez les anciens. C'est plus confortable pour eux parce qu'il y a des ventilateurs, la climatisation. La Selva Lacandona est d'une extrême richesse en biodiversité et fait l'enjeu de l'industrie pharmaceutique qui voit une manière de s'enrichir en s'accaparant les propriétés de ces plantes. Mais cette région du Chiapas est soumise à bien d'autres menaces. Il y a plusieurs zones du Chiapas où potentiellement on pourrait exploiter davantage les mines. Il y a le thème des agrocombustibles. Et ça, bon, c'est plutôt pour l'instant dans la zone frontière, mais il y a plusieurs parties du Mexique, du Chiapas, qui sont déjà en train d'utiliser en fonction de ça. Il y a le thème des barrages. Donc il y a déjà de grands barrages, où construire les nouveaux barrages. Et les populations qui s'opposent de plus en plus à cette partie-là. La partie du pétrole que j'ai mentionné, la partie de l'eau. Très intéressant de voir que Coca-Cola et Nestlé sont présentes au Chiapas, c'est les deux plus grosses entreprises internationales, et en partie face à l'intérêt lié à l'eau. Comme on dit, dans ce siècle, la guerre sera autour du thème de l'eau, beaucoup plus que du pétrole. Le pétrole, c'est presque fini. Il y a toute la partie biodiversité et toute la partie liée. Alors là, nous, c'est une création mexicaine, je ne sais pas si en français on a créé ça. Éco, donc en fait ce qu'on mélange, c'est l'idée du tourisme écologique, archéologique, ethnique. Donc véritablement il y a un potentiel au Chiapas, parce qu'il y a la présence de population indienne. Il faut bien reconnaître qu'il y a des sites extraordinaires, mayas mais aussi naturels. Donc ça c'est un petit peu le dernier bloc où c'est encore plus compliqué, parce qu'en fait il y a la possibilité, par exemple à Guasul, c'est une communauté. Donc c'est pas exactement comme quand on parle de la construction d'un barrage qui affecte une grande partie de la population qui peut s'organiser. Donc en fait la stratégie gouvernementale est presque plus facile à un moment donné à mettre en place, parce qu'en fait il y a une tendance à la division depuis 1994. Donc en fait ce que je fais, c'est que je parle avec une partie de la communauté et je leur offre je dirais les verres de couleur des colonisateurs de l'époque. Hein. Donc c'est là où ça a été intéressant, les cascades d'Aguasul. Comme l'autre campagne a récupéré le péage d'entrée pendant très longtemps, maintenant ils savent ce que génère l'entrée à Guasul. Donc c'est pas, oui d'accord, ils me donnaient, je ne sais pas quelle quantité, mais en fait ça génère 1000 fois plus. Et qui c'est qui sont conscients des donc ils sont conscients à présent un petit peu de ce que leur vole finalement le gouvernement mexicain. Et c'est assez intéressant dans les dernières dates. Bon, il y a eu le 12 octobre, qui est censé être le jour de la découverte de l'Amérique. Et postérieurement, le sommet international de tourisme d'aventure. Donc à San Cristobal, disons, pendant plusieurs semaines, c'était un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, c'est une partie de la population, waouh, et les autres, mais en fait, oui, il n'y a aucun bénéfice pour les populations. C'est la même stratégie qui perdure de la colonisation jusqu'à ce jour, finalement, où on utilise aussi les populations indiennes pour la photo, hein, finalement. A veces da un proyecto, así como te dije, el gobernador, el que son ejidatarios le dan su proyecto, Le gouverneur, il a beaucoup de projets. Et les propriétaires de terrain sont favorisés parce qu'ils sont sollicités pour construire des hôtels, des restaurants. Il y a même un projet pour construire une grande route. Ouais, il y a vraiment beaucoup de projets. Mais tu sais ce que je pense? C'est qu'ils s'occupent plus de ses propres projets qu'aux gens. Mais je ne me préoccupe pas de tout ça, parce que je vis autrement. Il y a un article de la Constitution mexicaine qui fait qu'en fait l'État mexicain est propriétaire du sous-sol. Donc sous prétexte les biens d'intérêt, l'intérêt commun.
Non. Donc sous ce prétexte-là, ou pour le thème du sous-sol, le gouvernement mexicain pourrait prendre n'importe quelle décision sur n'importe quelle terre du Mexique. Ce qui est au-dessus, disons, les communautés peuvent dire non, mais nous avons, y compris les papiers en règle, nous sommes les légitimes propriétaires de ces terres, de manière historique, etc., etc. Mais finalement, de manière légale, là où Anne Rouge parle de légitimité et légalité, le gouvernement mexicain peut décider nous allons construire un barrage ici. Et en fait, pour respecter les lois internationales, en particulier la Convention 169 de l'OIT ou la Déclaration de l'ONU sur les peuples indiens, ils sont censés consulter, mais pas forcément respecter. Et qu'il y a toute une partie de l'opinion publique à échelle internationale, surtout s'il y a un contrôle relativement fort des médias, qui va rester, oui, c'était pour protéger. Alors c'est bien, le gouvernement mexicain, il a un projet environnemental très intéressant, y compris la partie des agrocombustibles. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, c'est super, voilà, on va faire moins de pollution. Et à la fois, comme je maintiens, c'est justement, le bateau est en train de couler, qu'est-ce qu'on fait? Donc ce n'est pas répondre à qu'est-ce qu'on va faire et monter ça sous. Tout ça, ça répond à que veut faire l'humanité face au thème de l'environnement. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Barrages, richesse du sous-sol, agrocombustibles, biopiraterie et tourisme de masse sont de lourdes menaces qui pèsent une fois de plus sur un écosystème remarquable et unique. Entre préservation et exploitation, la biosphère de Monte Azules paraît en sursis. Le peuple lacandon a-t-il conscience qu'il fait le jeu du gouvernement et qu'il ne pèsera pas lourd face au profit que peut générer cette forêt? Quelle décision prendra alors l'humanité face à ce choix qui lui incombe? Préserver durablement et intelligemment les dernières forêts primaires ou continuer sa course irréfléchie en avant? Su